Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme promis, une vidéo concernant Chelsea, l'état actuel du club, le mercato XXL qui nous ont offert sur les deux fenêtres, la fenêtre estivale et la fenêtre hivernale, tous les joueurs qui ont été recrutés. Est-ce que le projet est cohérent? Est-ce que c'est l'entraîneur qu'il fallait? Est-ce que c'est l'entraîneur qu'il faut? Est-ce que c'était bien pensé de renvoyer Tourelle? Tout ça, on va en parler dans cette vidéo. Donc moi déjà, j'aimerais juste commencer par un bref rappel de ce qu'est Chelsea, car beaucoup ont tendance à oublier, mais quand même Chelsea c'est l'un des clubs les plus titrés du monde, l'un des clubs les plus titrés en Europe et d'Angleterre. Donc quand même, il faut mettre un certain respect sur Chelsea. Même si ils ont connu une grosse période de disette dans les années 80, ils ont eu la période de Gianluca Vialli dans les années 90. Et pourquoi je parle de Gianluca Vialli? Parce que je pense que la période de Gianluca Vialli dans les années 90 a été une période de transition permettant une certaine renaissance au club. Car suite à cela, au début des années 2000, plus précisément en 2003, Chelsea arrive à intéresser des investisseurs qui sont prêts à mettre de l'argent. Et qui a raflé le gros lot, c'est Roman Abramovich en 2003. Il rachète Chelsea et de là, Chelsea va prendre un autre tournant. Car suite à cela, Roman Abramovich, lui, il veut construire une équipe de football. Et pour ce faire, il va bien s'entourer. Et quand je dis qu'il va bien s'entourer, déjà par rapport à l'entraîneur qu'il va mettre, le premier entraîneur que Roman Abramovich fait venir, c'est José Mourinho, qui lui vient de quitter le Portugal en remportant une Ligue Europa et une Ligue des Champions avec le FC Porto. Donc ça a été, et on connaît tous la saison de 2004, ça a été une transition. Parce que de l'autre côté, dans la même ville, il y a une équipe dénommée Arsenal qui vient de faire une saison invincible, les invincibles. Ils n'ont pas perdu un match. Donc déjà là, je pense que la transition est parfaite. Quand José Mourinho vient, il apporte un nouveau système de jeu. Quand José Mourinho arrive en Angleterre, pour ceux qui ne le savent pas, et là c'est aussi le côté tactique du jeu, José Mourinho vient et change tout le système du football anglais. Parce que avant, le football anglais était basé sur un pur 4-4-2. C'était un pur 4-4-2. Toutes les équipes, même Arsenal, jouaient en 4-4-2. Arsenal était la seule équipe hybride qui jouait un 4-4-2 et un 4-2-3-1. Tout dépend de qui était en attaque. Parce que parfois, Thierry Henry dézonnait, ça laissait la place à Ludgenberg pour prendre l'espace et pouvoir marquer les buts. Donc, tous ceux qui ont connu cette belle époque d'Arsenal, vous avez connu une belle période du football. Donc là, comme je vous dis, c'était la seule équipe hybride. José Mourinho, quand il arrive, il apporte ce premier 4-3-3. Et quand il aligne son premier 4-3-3, on lui dit pourquoi. Il l'a expliqué, c'est le seul système pouvant déjouer le 4-4-2 que tous les clubs anglais pratiquaient à l'époque. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'impact que Mourinho a eu sur Chelsea, l'impact que tout ce système-là a eu sur le jeu en Angleterre a changé. Quand je vous dis Chelsea, c'est un club révolutionnaire. Savez-vous que Chelsea, ça a été l'un des premiers clubs à avoir décidé de noter les joueurs, de donner les numéros? C'est, je pense, si je ne me trompe pas, l'un des premiers clubs à avoir porté des maillots numérotés. Donc, on va dire, ils ont toujours ce petit côté innovant de leur histoire, vraiment, où ils apportent quelque chose de nouveau au football. Donc déjà, ça, il faut le noter. Et suite à cela, aux bonnes performances de Chelsea, de Mourinho, etc., Chelsea a su attirer la convoitise de nombreux entraîneurs, du style d'André Villas-Boas, on a connu Mauricio Sarri, Di Matteo, Carlo Ancelotti, et plus récemment Thomas Tuchel. Donc quand même, Chelsea arrive à se construire et à se bâtir une certaine, on va dire, se mettre dans l'élite du football anglais, même s'ils ont passé une longue période de disette. Mais ce n'est pas le seul club anglais ayant passé une longue période de disette. On peut aussi parler de Liverpool, mais cette vidéo est complètement dédiée à Chelsea. Donc déjà sur ce, on voit le parcours que que le club a parcouru pour atteindre ce niveau-là. Maintenant, on arrive à Tourelle, qui prend le club, première saison, finale de Ligue des Champions, il les amène en Europe, là il n'est pas en Europe, il prend le club, etc., champion Ligue des Champions, etc. Maintenant arrive la saison où il doit confirmer. C'est un petit peu compliqué. Il arrive à jouer la Ligue des Champions quand même, mais c'est vraiment serré. Mais on peut dire que quand même, il a remporté une Ligue des Champions, donc il a un certain crédit au niveau des fanatiques. Et on sait tout ce qui se passe et pour les raisons pour lesquelles Roman Abramovich
a dû quitter le navire. Et suite à quoi, Chelsea a été acheté par un certain investisseur américain qui, lui, amène, je ne sais pas, cette mentalité américaine de fantasy football. Maintenant, je vais expliquer pourquoi Chelsea arrive à attirer ce genre d'investisseurs. Sachez que le football, Chelsea, je pense que c'est une victime du système, du nouveau système que le football propose, du monde du football. Pourquoi? Parce que certes, ils ont ce côté innovant où ils apportent des choses nouvelles dans le monde en général, mais en même temps, ils sont l'une des plus grosses victimes avec ce propriétaire, l'une des plus grosses victimes du nouveau système football. Pourquoi? Parce que avant, quand on regardait les mercatos dans le passé, prenons la période où Zidane signe au Real Madrid, ou que voilà, c'est des transferts à 50, 40, 60 millions maximum, c'est-à-dire même 80. On arrive à trouver on arrive à mettre une certaine limite. Certains joueurs valent tel type de prix, ok, comparé à leur historique, etc., et à leur rendement footballistique. Et ensuite, il y a le côté, oui, par exemple avec les David Beckham, etc., le petit côté marketing qui rentre en compte. Mais le football évolue. Est-ce que le football évolue de manière positive sur ce plan-là, sur le plan financier? Non. Et même sur le plan de jeu, le football, c'est pas aussi beau qu'avant. Avant, on avait des techniciens. Là, on a des fusées qui courent à 1000 à l'heure et qui juste pensent à leurs statistiques personnelles. Plus à ce que l'équipe est. Maintenant, c'est moi, je fais mes stats, etc. Donc, on va pas rentrer dans ce sujet-là. Ça, c'est mon point de vue personnel. Maintenant, quand on regarde le système de Chelsea, qui attire ces genres de personnes. Lui, quand il arrive, c'est normal. Quand le monsieur arrive à Chelsea, il a de l'argent, il va en dépenser. Il va en dépenser. Et on ne va pas pouvoir le critiquer. Parce que quand on regarde à côté, qui a commencé avec cette affaire de gros transfert? C'est le Real Madrid en 2009, en recrutant Cristiano Ronaldo, Benzema, etc., mais à des coûts de 80-60 millions dans une fenêtre. Donc, quand tu fais tout ça, et ensuite on a connu la transition avec QSC qui vient au PSG, qui ramène des Neymar à 200, 250, des Kylian Mbappé à 180, etc. Et qui renouvelle des joueurs pour 300 millions. On donne des statuts aux joueurs on donne une importance aux joueurs qu'ils ne devraient pas avoir dans un club normal. Donc, quand le propriétaire arrive et qu'il voit ça, forcément, lui, il a de l'argent, il va mettre de l'argent. Donc c'est normal que le club attire ces genres de fonds d'investissement et de propriétaires. Parce que c'est déjà la popularité du club dans le pays, l'importance que ce club a dans le football européen. Donc ça va attirer. Et tout ça, c'est grâce aux années 2000, c'est grâce à ce que Abramovich a pu apporter dans l'équipe. Parce que dans les années Abramovich où il arrive, prenons par exemple l'exemple de Drogba. Quand Mourinho prend Drogba à Marseille, Mourinho ne recrute pas l'attaquant, voilà, vedette. Mourinho recrute Drogba qui était un phénomène à Marseille, oui, dans le championnat français, mais la vraie carrière de Drogba a été écrite à Chelsea. C'est pareil, mais c'est suite à quoi on a pu attirer d'autres noms et des grands noms. Quand je dis des grands noms, je veux parler de, par exemple, un exemple simple, Michael Ballack. Donc Chelsea, et ensuite il y a eu des Nazareth, etc. Donc Chelsea a su attirer et a su se construire une certaine identité au niveau européen. Et avec tous les trophées européens, Ligue Europa, Ligue des Champions, tous les épopées qu'ils ont fait, etc., les matchs face au Barça, etc., tout ça est rentré dans l'identité du Barça, de Chelsea, pardon. Donc ça fait que ils attirent ce genre de personnes. Quand le monsieur arrive, on est dans l'écosystème du football actuellement, ça va de partout. Des joueurs qui ne sont pas à niveau, que tu payes 90 millions d'euros. Tandis qu'avant, pour 50 millions, tu pouvais t'offrir un Zinedine Zidane dans le passé. Bien sûr, avec l'évolution du football, l'évolution de l'écosystème du football, on a des joueurs, par exemple, comme Modric. Je suis désolé, que Arsenal avait déjà conclu le contrat aux environs de 60 millions et avec 20 millions de bonus, c'est-à-dire en tout 80 millions. Déjà, je trouvais que Arsenal, pour un club qui n'aime pas trop dépenser, déjà Modric, c'était même pas une assurance quoi. Modric c'était là, il allait venir pour seconder Martinelli. Tu prends Modric pour 80 millions, un joueur qui va seconder quelqu'un, je pense que c'est déjà trop cher. Et tu n'as même pas d'assurance parce que lui, il a toujours joué en Ukraine.
Il a toujours joué chez lui, en Ukraine, et le championnat ukrainien a été arrêté depuis quelques temps, même s'il joue en Pologne, etc. C'est pas la même chose. Donc, tu prends un joueur qui, oui, a fait dans une bonne période et a fait une bonne période, une bonne Ligue des Champions, mais ils sont éliminés, ils vont jouer la Ligue Europa. Tu recrutes ce joueur pour 80 millions. Tu voulais le recruter. Chelsea te passe devant et le signe pour 40 millions de plus. Même si je sais que le système de Chelsea a été de le signer pour 120 millions sur 6 ans, c'est-à-dire à peu près 20 millions chaque année, pour moi, c'est du gaspillage. Car Modric n'a pas prouvé assez pour coûter autant d'argent. Je vais vous afficher un bref résumé des différents transferts que Chelsea a effectués durant le début de mercato hivernal et estival réunis. Comme vous voyez, la liste est longue. Il y a énormément de joueurs. Mais quand on regarde tout ça, là, c'est un effectif au complet. Il manque juste un gardien. Il manque juste un gardien. Donc, ils ont recruté toute une équipe pour rien, en fait. Parce qu'il y avait déjà une équipe. Il y avait déjà un collectif. Il y avait un entraîneur. Et la raison pour laquelle tu te débarrasses de Tourelle, c'est du n'importe quoi. Tu te débarrasses de l'entraîneur parce qu'il est contre le recrutement de certaines personnes. On ne va pas citer le nom, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu as un entraîneur qui a une certaine renommée en Europe, qui a de l'expérience en Europe, qui vient de remporter une Ligue des Champions, certes qui sort d'une saison assez compliquée, mais qui a cette identité et que les joueurs à qui les joueurs font entièrement confiance. Tu le renvoies et tu vas chercher l'entraîneur le plus hypant en Angleterre. C'est-à-dire l'entraîneur qui attise le plus de convoitises en Angleterre, l'entraîneur de Brighton, Graham Potter. Graham Potter qui n'a aucune expérience européenne, qui n'a jamais coaché de grand club, et tu vas le chercher pour remplacer Thomas Tuchel. Mettons que tu recrutes Graham Potter pour ce qu'il est arrivé à faire. Il est arrivé à faire avec Brighton, tout ce qu'il peut apporter sur le terrain, l'identité, la circulation de balles, etc. Donc, mettons que c'est pour cela que tu le recrutes. Maintenant, tu ne laisses pas gérer le recrutement. C'est toi qui recrutes. La cellule de recrutement de Chelsea ne fait que recruter et ne vend pas. Ils ne font que des prêts et ils ne vendent presque pas, en fait. OK? Et tu amènes des joueurs, encore des joueurs, encore des joueurs. L'entraîneur, lui, vu que lui, il n'est pas habitué avec ce genre de structure. Lui, dans son équipe, il avait une cellule, avec des gens avec qui il avait l'habitude de travailler. Donc, on connaît son système, on connaît les profils de joueurs qu'il faut aller chercher. On va chercher des joueurs dans un système cohérent pour Brighton. Malgré son départ, De Zerbi vient et on retrouve que l'équipe continue à jouer de la même manière, avec le même dispositif, la même structure, les mêmes joueurs, etc. Et ça produit du bon jeu. C'est-à-dire que le jeu était cohérent déjà de base. Mais quand tu prends un entraîneur qui n'a aucune expérience européenne, aucune expérience de grand club, que tu recrutes des joueurs en masse qui ne correspondent pas à un style de jeu, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, prenons l'exemple simple de la défense centrale, où tu as Chaloba, qui était déjà là, c'est Satuli Quetta qui avait l'habitude de jouer, etc., qui est recruté, qui est maintenant expédié sur le banc et dans la réserve. Thiago Silva, qui était voilà, le rock de la défense. Et tu recrutes Koulibaly. Donc déjà, Koulibaly, quand il vient, il y a un qui doit sauter. Et quand je dis l'un doit sauter, c'est que Koulibaly, quand il vient, il n'est pas pour seconder Chaloba. Même si Chaloba a plus d'expérience en Angleterre, bien sûr, que Koulibaly, Koulibaly a plus d'expérience européenne que Chaloba. Donc, c'est-à-dire que Koulibaly va apporter cette sérénité, cette expérience, cette solidité en défense centrale. Mais, quand même, déjà, là, on peut dire une chose. Quel est le profil de Koulibaly? Koulibaly, est-ce qu'il a l'habitude de jouer comme ça? Quand il y a des défenseurs, et je dis bien, il y a des profils qui ne sont pas cohérents. Koulibaly a toujours, et je dis mais toujours, de toute sa carrière, a toujours joué dans une défense à 4. C'est-à-dire, il sait qu'il a sa zone et sa zone est assez large. Maintenant, tu le mets avec des joueurs qui, eux, ont l'habitude de jouer à 3. Oui, je sais qu'il y a une période où on peut s'adapter, etc. et évoluer son jeu. Mais il faut savoir une chose. Koulibaly arrive à une période de sa carrière où l'adaptation va être beaucoup plus compliquée. Il prend de l'âge, il arrive dans un des championnats les plus compliqués à s'adapter, donc ça va prendre du temps. Mais quand on regarde l'attaque, par exemple, vous avez, Chelsea, ils ont vendu Timo Werner, qui apportait ce déséquilibre sur le côté gauche. Et tu me recrutes Raheem Sterling. C'est cohérent. Tu recrutes Aubameyang,
pur buteur, finisseur, c'est cohérent parce que Chelsea n'avait pas de finisseur, c'est pour ça qu'il joue avec Havertz en pointe. Mais ensuite, quand tu vas me chercher Joao Félix, quand tu vas me chercher les autres là, les Modric, etc., c'est pas nécessaire. Quand Chelsea a les joueurs pour Pulisic, Ziyech, ils sont là. Maintenant, l'entraîneur, tu lui donnes tout ça, il va pas te dire non, vu qu'il n'est pas habitué à ce système-là. Et il veut pas se mettre à dos les proprios, les nouveaux proprios qui, eux, vraiment, eux, ils font ce qu'ils veulent. Parce que pour eux, c'est fantasy football. Ils font ce qu'ils veulent. Donc, quand ils amènent autant de joueurs, l'entraîneur arrive à un point où il ne sait même pas qui aligner, comment les aligner, comment faire, comment rendre le jeu potable et essayer de trouver une structure logique et essayer de donner une certaine cohérence au système. Pour moi, c'est ça le problème de Chelsea. Un mauvais recrutement. Un énorme recrutement. Était-ce nécessaire? Non. Un recrutement cohérent au début, c'était logique. Sterling, Aubameyang, voilà. On voit, ça va, on voit très bien où on veut aller avec ça. Mais ensuite, les Léo Félix, Modric, Enzo Fernandez qui a fait une bonne Coupe du Monde, qui a fait un superbe début de saison, qui sait jouer au football, qui t'apporte une certaine garantie sur le futur. Si tu as l'idée de le revendre dans le futur, il t'apporte une certaine garantie financière. On peut comprendre pour Enzo Fernandez parce qu'avec Chelsea au milieu de terrain, il a fait énormément de problèmes, surtout par les blessures à répétition d'N'Golo Kanté. Donc on peut se dire que c'était nécessaire d'avoir un profil du type d'Enzo Fernandez au milieu de terrain. Mais il y en a qui sont pas logiques. Quand tu vas me prendre Madueke au PSV Eindhoven, Madueke enchaînait les matchs au PSV Eindhoven. C'est un joueur explosif. Mais quand il arrive à Chelsea, où va-t-il jouer? Ziyech ne jouait pas, maintenant il joue. Havertz, tu le places où? C'est un numéro 10 qui peut jouer faux 9. Il n'y a même pas de 9 parce que tu le fais jouer 9. Havertz, c'est le numéro 10 qui devrait être derrière l'attaquant. Tu prends voir Félix qui est du même profil. Maintenant, c'est Havertz qui se retrouve en pointe. Il n'y a pas de cohérence. Havertz ne peut pas jouer de la tête. C'est incohérent le système. Maintenant, l'entraîneur, lui, moi j'ai Havertz. Havertz joue bien depuis un certain temps, etc. Je ne veux pas le mettre sur le banc, parce que, voilà, etc. Parce que quand le joueur signe le contrat, ils ont certaines garanties. Il y a par exemple des joueurs qui signent des contrats et qui disent moi je veux être titulaire obligatoirement ou bien etc. Ou bien moi je joue voilà mais je veux avoir un rôle important. Et Havertz d'après son contrat etc. c'était un joueur crucial pour l'équipe. Et bien là, oui crucial mais crucial dans le système où il était avant. Accompagné de Timo Werner qui pouvait dézonner etc. Ça lui permettait de prendre l'espace etc. Oui c'était cohérent. Avec Sterling ça pouvait marcher. Avec Aubameyang c'était une question de temps. Maintenant, quand on regarde Chelsea, il n'y a aucune cohérence dans le jeu. Parce que à cause de ton recrutement, où tu recrutes, par exemple, sur le côté gauche, tu avais déjà Sterling, tu avais déjà Pulisic, tu as envoyé Timo Werner l'année dernière, cette année, à Leipzig. Donc, est-ce que c'était nécessaire d'aller recruter Modric, par exemple? Sur le côté droit, tu avais Callum Hudson-Odoi que tu envoie en prêt au Bayer Leverkusen et Hakim Ziyech qui joue bien. Tu peux avoir sur le côté aussi un Loftus-Cheek qui peut t'amener cette percussion et cette vitesse sur le côté. Rhys James qui peut jouer un petit peu plus haut. Tu me ramènes... Comment il s'appelle? Madueke. Je suis désolé, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens parce que c'est pas logique. Ils avaient déjà assez de joueurs. Au milieu de terrain, on peut comprendre. Jorginho n'était pas au niveau. Et quand on regarde ce qu'il fait à Arsenal, on se pose c'était quoi le vrai problème avec Jorginho. N'Golo Kanté qui n'arrête pas de se blesser. Kovacic qui joue à un certain bon niveau. Loftus-Cheek qui est remis au milieu de terrain qui peut apporter aussi sur les deux, autant qu'au milieu de terrain dans l'axe et sur le côté droit. Tu te dis, mais il y avait quelque chose à faire avec cet effectif. Tourelle arrivait à le faire. Tourelle arrivait à donner à certains joueurs un nombre de temps de jeu et c'était cohérent. Mais là, Potter, il a trop de joueurs. Il peut rien faire avec cette équipe. Le recrutement, c'est le plus gros problème de Chelsea. Parce que le recrutement a été fait par des gens qui ne connaissent rien au football. Ils sont peut-être au courant de comment on recrute. Ils sont peut-être très intelligents pour contourner le fair play financier. Mais pour avoir une cohérence de jeu, il faut déjà être en accord avec ton entraîneur. Ton entraîneur, il t'a demandé des joueurs. Si oui, quel joueur il t'a demandé? Parce que le recrutement, c'est illogique. Et je pense que Graham Potter est assez intelligent quand on a vu ce qu'il a fait à Brighton. Il sait recruter, il sait construire une équipe. Je suis sûr, et je peux vous mettre ma main au feu, Graham Potter n'a pas demandé tous ces joueurs à Chelsea. Chelsea a recruté trop de joueurs
Ils ne peuvent pas avoir un jeu cohérent comme ça. Et trop de joueurs ont eu des garanties à la signature. L'entraîneur est obligé de faire, littéralement, de faire un travail forcé. C'est-à-dire qu'il n'a pas trop envie d'aligner certains joueurs, mais il n'a pas trop le choix. Quand tu fais ça, comment veux-tu avoir un style de jeu cohérent? C'est normal que sur le terrain, tu ne fais que perdre. Je suis désolé, Chelsea n'ira nulle part. Parce que le seul moyen pour que Chelsea aille quelque part, il faut une grande remise en question. Parce que cette saison, c'est déjà foiré. Ils peuvent rien faire. Parce que eux, ils font que perdre déjà de base. Donc voilà, ça on voit déjà le tableau du truc. Donc ce que je veux dire par là, c'est que maintenant, quand on fait l'analyse de Chelsea, le problème c'est quoi? Le problème c'est le recrutement. Le problème c'est le recrutement. Quelle est la solution? Déjà de base, c'est de trouver une entente avec l'entraîneur. Déjà. Qui part l'année prochaine et qui reste? Qui est-ce qu'on. Et les autres là qui sont en prêt, les Ampadu, qui est à Spezia, Hudson-Odoi, qui est à Leverkusen, quand ils reviennent, comment tu vas gérer? Comment tu vas faire? Qui doit partir? Qui doit rester? Quel profil dont j'ai besoin? Tout ça, ça se fait en coordination avec l'entraîneur. Si l'entraîneur n'a pas son mot à dire, ça ne va aller nulle part. Donc, moi, déjà, je voulais juste vous faire la vidéo concernant le Chelsea pour vous expliquer clairement le problème de Chelsea et pourquoi il continue de perdre. Comme moi, j'apporte mon avis personnel au sujet. Maintenant, si vous avez d'autres remarques concernant ce club et tout concernant ce qu'ils ont fait durant les mercato, la section des commentaires vous est ouverte. Donc, vous pouvez laisser vos commentaires en dessous de la vidéo et ça me fera un énorme plaisir de vous lire et de pouvoir faire aussi d'autres concepts que si vous voulez voir sur la chaîne, vous pouvez les laisser en commentaire et moi, ça me fera un énorme plaisir de continuer la chaîne et de vous proposer de nouveaux types de contenus. Prenez soin de vous, commentez, likez, partagez avec vos proches et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.